Bonjour à tous, à toutes et tous. Là, je pense qu'on peut vraiment dire à toutes et tous. Bonjour à tout le monde en ligne. Merci à tous ceux qui sont connectés. Merci aussi à ceux qui vont regarder le replay de cette session, donc on est en partenariat avec plusieurs entreprises, UPS, Stan et Decker, et puis on soutient également le programme Equality Generation des Nations Unies. Donc, c'est dans ce cadre-là que Kearney, à travers le monde, organise un certain nombre de conférences et de débats autour du sujet de l'égalité femmes-hommes. Donc, je suis vraiment ravie d'animer ce débat aujourd'hui et surtout ravie encore plus d'accueillir nos 4 intervenantes du jour. Merci d'avoir accepté ce débat aussi vite, parce que vous avez toutes dit oui tout de suite. Donc, c'était vraiment génial d'avoir votre accord aussi vite et je pense que ça prouve l'importance de ce sujet. Je vous laisse peut-être vous présenter chacune en quelques mots pour que le public vous connaisse. Bonjour à tous, Sophie Javary, je suis vice-chairman CIB de BNP Paribas. J'ai fait une longue carrière dans la banque d'affaires. Je suis ravie d'être avec vous. Valérie Vesque-Gimpard, je suis présidente de Vinci Railways et directrice déléguée de Vinci Airports, qui sont 2 entreprises de la branche concession, gérant des infrastructures de transport. Bonjour à tous et à toutes, Sophie Stabil, donc je suis directrice financière de chez Lagardère depuis quelques temps et auparavant j'ai passé 18 ans chez Accor où j'ai fait à la fois des fonctions, j'ai eu des fonctions à la fois opérationnelles, je reviendrai dessus, et également financières. Bonjour à tous, Anne-Laure Sélier, je suis professeure à HEC Paris et je suis chercheuse en psychologie sociale. Merci encore à tous d'être là. Donc, le thème qu'on a choisi est autour de cette étude d'Harvard, mais je pense qu'au-delà de cette étude, c'est un thème qui est assez récurrent. On voit que malgré toutes les mesures qu'il peut y avoir, soit législatives, soit d'ailleurs à l'initiative des entreprises autour de la mixité et la parité, on fera le distinguo entre les deux. Il y a encore, on va dire, une culture majoritairement masculine dans les entreprises et un phénomène de boys club qui est difficile à casser. Le thème qu'on voulait particulièrement aborder avec vous, c'était finalement, compte tenu de là où vous êtes et les carrières que vous avez eues jusqu'à présent et que vous continuez à avoir, vous avez forcément dû comprendre et vous adapter à ce système qui est principalement dominé par une culture masculine. Et aujourd'hui, vous êtes à des postes de pouvoir au final. Et donc, vous avez la capacité à faire bouger les lignes. Et personnellement, je pense que ce n'est pas facile de faire ça. Donc, peut-être, Sophie, je commence par toi. Comment est-ce que tu arrives à concilier finalement cet équilibre entre le fait que le système est là et il faut quand même savoir le comprendre et le jouer, et arriver à imposer des idées pour faire bouger les lignes? Effectivement, c'est un équilibre qui est pas simple. Alors, la première chose, c'est qu'il faut déjà être dans une position de pouvoir où on peut imposer un certain nombre de choses. Donc, je pense qu'il y a la capacité au début à progresser, c'est forcément une adaptation au code. Moi, quand j'ai fait de la banque d'affaires, c'était un milieu qui était exclusivement masculin. Et donc, il y a forcément, je sais que j'ai adapté les codes, en particulier sur l'habillement, sur la façon de se tenir, sur la façon aussi d'être agressif, parce qu'il y a une certaine dose d'agressivité commerciale, mais sans complètement abandonner ce qu'on est, parce que c'est aussi un atout dans un milieu extrêmement masculin d'être une femme et d'être distinguée et se faire voir. Donc, je pense que ça, c'est une espèce d'intelligence des situations. Et ensuite, dès que j'étais à la responsabilité du corporate finance, c'était d'imposer un certain nombre de règles, notamment sur l'embauche des jeunes, enfin 50% d'hommes, 50% de femmes. Donc moi, j'ai bloqué une année, on devait recruter 15 juniors. Je leur ai demandé à peu près au mois de mars, mais où vous en êtes? Ah, ça y est, Sophie, on a déjà recruté 7 juniors, c'est vachement bien. Et je disais, il y a combien de femmes là? Et
Et ben, en fait, il y a, oh, tu sais, sur ce tortillon, il y a 6 hommes et c'est une femme. Et je dis, mais on était bien d'accord, on était d'accord sur 50-50. Donc maintenant, je ne donnerai plus d'accord sur un contrat pour un homme. Ah, mais Sophie, tu ne peux pas nous faire ça, on ne trouvera pas les femmes. Ben, je dis, bah tant pis, on n'aura pas de femmes, on n'aura pas de juniors. Et finalement, ils me les ont trouvés. Donc je pense que c'est aussi au fur et à mesure d'imposer un certain nombre de critères à suivre l'évolution. Je pense que ça doit faire écho à ce que tu nous racontais chez Accor, mon Sophie. C'est quoi finalement la marge de manœuvre que tu as pour faire bouger les lignes quand c'est dans un commerce? En fait, la marge de manœuvre, elle peut être assez importante à partir du moment où on a effectivement, comme le disait Sophie, la parole facile et l'envie aussi de faire bouger les lignes. Je pense que ça, c'est super important. Effectivement, je me suis retrouvée également dans cette situation et par principe, à partir du moment où j'étais au COMEX et directrice financière du groupe, ça a été mon cheval de bataille, la première chose en créant en fait un réseau de femmes. Donc, il a pas mal aidé justement à faire émerger en fait tous ces sujets et surtout au recrutement et à l'équilibre des salaires. Je pense que ça, c'est les deux sujets sur lesquels je me suis probablement le plus bataillée au recrutement et sur d'avoir un équilibre dans les équipes. Et je l'ai vécu, hein, une équipe où il n'y a que des hommes, c'est une catastrophe. Et une équipe où il n'y a que des femmes, c'est aussi une catastrophe. Donc voilà, je l'ai vécu parce qu'avec les recrutements, etc., et j'ai toujours eu à cœur de respecter, en fait, d'avoir un équilibre homme-femme sur les équipes parce que c'est plus efficace, il y a plus de dynamique, il y a plus de complémentarité, et in fine, on est meilleur. Donc, on est meilleur pour l'entreprise et pas meilleur pour les femmes ou pour les hommes, c'est pas le sujet. En fait, ça fait, je pense, ça m'amène à poser la question à Nord, toi, en tant que chercheur, tu es attaché quand même aux chiffres et à la science et tu fais bien. À partir de quel moment on peut dire qu'on est divers? Alors, il n'y a pas de mesure magique. Ce qui est certain, c'est qu'on est mixte avant d'être paritaire. Il me semble que le débat aujourd'hui est d'atteindre d'abord la mixité, parler de si on veut se poser des objectifs ambitieux. Je pense qu'il est déjà ambitieux d'atteindre la mixité et d'avoir ses bénéfices et aussi de formaliser ses bénéfices. Tous d'accord que une grande mixité est bénéfique. Mais on a encore beaucoup à formaliser en termes de qu'est-ce que ça veut dire cette belle entente entre les femmes. Concrètement, comment est-ce qu'on la mesure, quels sont les bénéfices et du coup, la performance aussi, actuellement, elle est mesurée de façon historique, de façon masculine, donc il faut revisiter tout ça. Répondre à ta question, je dirais que des 20%, et loi Copé-Zimmermann, on avait déjà de la mixité. Et évidemment, on est mieux à 40%, on va 70%. Valérie, toi qui es dans un groupe quand même encore assez masculin, comment tu réagis à ça? Est-ce qu'à 20% c'est déjà un progrès? Est-ce que 50% c'est mieux? Comment ça se passe dans ton COMEX? Alors, il faut donner peut-être quelques chiffres. Effectivement, le groupe Vinci, de par ses métiers, les métiers de la construction, les métiers de l'énergie et les métiers des concessions, est un groupe quand même très masculin aujourd'hui, sur des secteurs très, très masculins. On a 16% de femmes dans le groupe Vinci, mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a 16% de femmes globalement, mais aussi dans le management et aujourd'hui aussi dans le COMEX. Donc, il y a de vrais progrès qui ont été accomplis parce qu'on n'était pas à ces chiffres-là auparavant. Et dans la branche concession à laquelle j'appartiens, on est plutôt à 34% de femmes, et ceci à tous les niveaux de l'échelle. Donc, il y a des évolutions. Et là, dans les nouveaux embauchés chez concession, on est à 47% de femmes. Donc, effectivement, on a appliqué une politique assez volontariste en allant dans les écoles aussi, démarcher les jeunes femmes pour les convaincre que ces métiers étaient aussi faits pour elles. Et puis même, je dirais, pour les stages de troisième, etc., on essaye finalement de donner de la visibilité sur ces métiers et montrer que tout le monde peut s'y épanouir. Mais pour revenir sur ce que tu disais sur le cadre, moi, je pense qu'il ne faut pas juger que ce cadre il n'est pas susceptible d'évoluer. On a vu qu'il a évolué beaucoup par la loi législative, et je pense que la loi Copé-Zimmermann, la loi Rixin et puis la loi 2018 aussi ont vraiment fait changer complètement le paradigme. Il a évolué de l'intérieur. Sophie le disait, mais nous aussi chez Vinci, maintenant, il y a obligation dans les shortlists pour les postes d'avoir une parité. On a aussi des people review pour les femmes, enfin consacrés aux femmes, pour essayer vraiment de détecter des potentiels
d'établir des parcours au sein de l'entreprise, et puis des programmes de mentoring qui peuvent être faits d'ailleurs par des hommes ou par des femmes, mais au profit de jeunes femmes à haut potentiel. Donc, il y a aussi toute une organisation, tout un cadre qui se met en place au sein de l'entreprise. Et puis, il y a un troisième levier pour faire évoluer le cadre, c'est plus un levier comportemental. Et c'est vrai que dans notre entreprise, il peut y avoir encore des petites remarques un peu déplacées, des comportements sexistes ordinaires contre lesquels il faut lutter. Donc, on a des séances de sensibilisation et de formation, voilà, avec des mises en situation pour montrer qu'il faut faire évoluer des comportements. Et je crois que ça rejoint aussi finalement les discussions qu'on a sur nos sociétés en général et la manière de faire évoluer les comportements et les relations de femmes. Tout ça est intimement lié. Tu parlais des écoles et du recrutement. Je pense que je reviens vers toi, Laure, mais enfin, on a parlé avant, finalement, la loi Copé-Zimmermann, enfin, les lois qui permettent d'atteindre, enfin, d'obliger, en fait, hein, une mixité dans les boards et les COMEX, évidemment, ça permet de faire avancer. On peut quand même questionner l'efficacité de ça et surtout, est-ce que ça permet vraiment, même numérairement, il y a la mixité, mais est-ce que dans les comportements, il y a mixité? Et alors, tu dis finalement, tout tient à l'éducation, enfin une grande part de ça. Comment est-ce que, enfin, est-ce que à l'école, en fait, et toi en tant que chercheur ou en tant que prof, est-ce que tu vois des comportements évoluer ou est-ce que tu fais des choses pour faire évoluer ces comportements de l'école? Alors, les deux, d'abord, sur une école comme HEC Paris, on a un problème. On a dans la grande école 44% d'étudiants. Après un concours auquel se présentent 50% de femmes. On a un problème au niveau du concours. Sachant que c'est très intéressant, on a des femmes qui lâchent le concours, par exemple, c'est nous que des hommes. Si on regarde les notes, elles sont meilleures que les admissibles que les hommes. Il y a vraiment un ensemble de choses à travailler là. Au niveau de notre MBA, c'est 34% de femmes, et je vous assure qu'on travaille d'arrache-pied pour changer ça. Et le problème, c'est que pour la qualité et puis oui, je travaille sur de mes grandes causes à HEC, faire rentrer les femmes dans des fonctions opérationnelles. C'est-à-dire qu'on a une culture féminine, on en est à la deuxième génération. C'est pas très surprenant, on a encore beaucoup à faire. Mais on a cette tendance très très lourde de voir les femmes s'orienter vers des carrières de type ressources humaines, marketing, etc. Et notamment éviter la filière numérique, la tech. Et si on évite la tech, il ne va rien se passer au niveau mixité. Tout va se jouer dans la tech dans les 20 prochaines années. Donc c'est juste catastrophique que les femmes se bougent. J'essaie de faire bouger les lignes en incitant les femmes à se candidater, même souvent parce qu'elles ont le degré de masculinité de ces secteurs. Alors certes, ce sont des secteurs masculins, mais et là aussi, je pense qu'on a parlé de façon silotée des hommes d'un côté et le pourcentage de femmes. Alors je pense que la loi est absolument nécessaire. Il est nécessaire de faire monter ces pourcentages, mais n'oublions pas qu'on peut se sentir dans une culture mixte à 20% entouré des hommes correctement éduqués et qui sont bienveillants à notre égard, etc. Tout comme on peut être dans une entreprise à 80% féminine sexiste. Ça existe aussi des tuyaux percés dans des entreprises où il y a principalement des femmes au niveau du. Je n'ai pas besoin de mettre des noms, on les connaît. Dans le bas, justement, pour essayer de faire comprendre aux étudiantes qu'il peut y avoir des secteurs très masculins dans lesquels, en fait, vous serez promu beaucoup plus facilement parce que ces secteurs sont prêts, ils sont remplis. Et pour parler du monde de la recherche qui est également masculin, je me suis rentrée après mon PhD à la London Business School, j'étais la seule femme et je ne me suis jamais sentie aussi bien en tant que femme dans un groupe que la London Business School. Parce que justement, on était au petit soin derrière moi pour savoir qu'il y avait beaucoup de mentoring implicite, de volonté de faire changer les choses. Et aujourd'hui encore, la London Business School reste très masculine. C'est un moment dans lequel une femme peut faire carrière.
Je rebondis sur ce que tu disais, parce que Sophie, chez Accor, tu es passée d'une fonction, alors finance, qui est quand même une fonction assez masculine, mais quand même une fonction à un poste opérationnel. Comment ça s'est passé ce transfert et finalement, comment tu as osé aussi aller chercher ce poste au final? C'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire. C'est vrai que même les fonctions financières sont très masculines, hein. Aujourd'hui, quand on regarde, à l'époque, il devait y avoir 4 femmes directrices directrices financières du CAC 40, il n'y en a pas forcément plus aujourd'hui, hein. Donc ça reste quand même des métiers en fait assez, considérés comme assez durs, mais je trouve qu'il y a le fait d'évoluer, de pouvoir avoir plus de femmes, ça permet aussi de faire évoluer les métiers. Et la fonction opérationnelle, oui, c'est quelque chose que j'avais envie de développer. Et ça n'a pas été simple parce que chez Accor, il n'y avait pas de femmes opérationnelles à l'époque. Même dans les fonctions opérationnelles, en dessous des managers, il y en avait très peu. Et quand j'ai voulu faire mon COMEX, on m'a expliqué que je n'y arriverais pas parce qu'il n'y avait que des hommes opérationnels en dessous. Donc ça a été quand même un combat de haute lutte sur ce sujet. Et j'ai une petite anecdote qui fait toujours rigoler, mais qui est quand même. Un jour, je passais dans les couloirs chez Accor et à la machine à café, un petit groupe, hein, et il y avait un homme qui dit de toute façon, maintenant, si tu n'es pas une femme, tu ne pourras plus évoluer dans ces fonctions opérationnelles. Et là, je fais marche arrière et je lui dis, mais ça fait 40 ans qu'il n'y a que des hommes aux fonctions opérationnelles, donc on va peut-être retrouver un juste équilibre. Mais ça a été une prise de conscience sur ces équipes avec pas mal d'études, hein, où on s'est rendu compte que directrice d'hôtel, on gérait aussi bien qu'un directeur d'hôtel, et sur les relations sociales, elle pouvait être aussi meilleure avec les syndicats. Donc il y a quand même des choses qui montraient qu'il fallait avoir cette mixité. Et c'est de là, on a fait tout un programme. Et je rejoins en fait ce que tu disais, c'est qu'on a fait tout un programme à la fois mentoring, à la fois on est allé chercher les femmes à des niveaux. Donc on est descendu au-dessous des directeurs d'hôtel, les directrices, pour aller chercher toute cette population, chef de réception, et même parfois en dessous, pour pouvoir essayer de comprendre en fait où étaient les blocages et comment on pouvait les faire évoluer dans ces postes-là. Et in fine, bon, on y est arrivé, mais c'est un travail de longue haleine et il ne faut jamais rien lâcher. Parce que à partir du moment où on lâche, le système revient naturellement comme il était. Mmh. Est-ce que tu vis ça aussi, Sophie, encore aujourd'hui dans la banque? D'abord, je pense que la finance est ouverte aux femmes. Alors moi, c'est le message que je fais passer aux étudiants d'HEC. Enfin, je pense qu'effectivement, c'est un milieu qui est d'origine masculine, mais qui est complètement maintenant converti au fait de, à tous les niveaux, faire promouvoir les femmes et les femmes ont des opportunités dans la finance énormes. Donc ça, je pense que c'est et il y a un travail, il y a beaucoup de niveaux qui a été fait et qui te procure des résultats très intéressants. Après, effectivement, je pense qu'il ne faut rien lâcher. Il faut avoir des mesures et des indicateurs. Je pense que la première chose, c'est d'avoir dans l'entreprise des indicateurs qui montrent les progressions. Et puis, je pense que aussi, on doit effectivement faire le travail dans les écoles et montrer un certain nombre de réussites ces métiers-là. Après, je pense que les femmes aussi doivent prendre un certain nombre de risques et aussi de temps en temps lever la main, donc se pousser. Et ensuite, ce que moi j'ai constaté, c'est une évolution extrêmement positive sur les comportements. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé dans la banque d'affaires, vous ne pouvez pas imaginer les comportements auxquels j'ai eu à faire face. Quand moi j'ai été nommée associée chez Rothschild, j'étais une des premières femmes associées. Je suis allée à Londres pour un déjeuner et j'ai demandé à me laver les mains. Et elle m'a dit, I'm afraid, my lady, there is no ladies with this floor. Et j'ai dit, donc il n'y a pas de femmes à l'étage des associés chez Rothschild à Londres. Donc, bon, maintenant, je crois que ce serait plus possible. Donc, je crois que c'est aussi, et les comportements, enfin, le contrôle du langage, et moi, je trouve qu'on a fait des progrès considérables, puis c'est plus acceptable d'avoir des remarques déplacées. Et aussi, je pense, l'équilibre
parce que le grand sujet, c'est quand même l'équilibre vie personnelle. Et je pense que maintenant, je trouve que c'est un sujet qui est partagé tant par, je trouve, les jeunes hommes que les jeunes femmes. Donc, il y a cette façon qui est beaucoup plus naturelle pour tout le monde de parler de son équilibre avec sa famille. C'est plus choquant qu'un homme dise je dois à l'école le matin, etc. Donc ça, je trouve que c'est extrêmement positif et ça a fait du bien, je pense, pour l'évolution. C'était ça aussi. Oui, c'est d'accord avec ça. Tu parlais de l'étude d'Harvard qui effectivement est un petit côté folklorique avec le Boys Club et qui est quand même très anglo-saxonne. Mais moi, j'en retire quand même deux choses. D'abord, justement, le fait qu'on est aujourd'hui dans une structure quand même très déséquilibrée globalement, effectivement, au fur et à mesure pour moi dans la pyramide, il y a moins de femmes. Donc, ça va être beaucoup des hommes qui vont être chargés finalement de nommer les femmes qui demain auront des responsabilités. Donc, tout ce qui peut être fait pour faire en sorte que les processus de recrutement et de mobilité, etc., soient le plus factuel possible, soient le moins discriminant possible, c'est extrêmement important dans les entreprises. Et puis, ce qu'on disait parfois imposer, effectivement, dans les shortlists, il y a le même nombre d'hommes et de femmes. Et puis, le deuxième point qui rejoint ce que Sophie disait, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a plus de promotion, enfin, il y a plus de promotion d'hommes par des hommes du fait de l'interaction sociale qui crée une certaine proximité. Et qu'une des causes, quand même, d'une moindre interaction sociale faite par les femmes, c'est qu'elles consacrent aujourd'hui encore, il faut bien le dire, plus de temps à la vie familiale. Et donc, effectivement, je crois que les revendications des jeunes générations pour mieux équilibrer vie privée, vie professionnelle, en réalité, elles vont être utiles à tout le monde, et notamment aux femmes dans leur accession au poste à responsabilité. Je crois que ça, c'est vraiment extrêmement fort. En tout cas, nous, on le constate dans les jeunes générations qu'on recrute, il y a une revendication très forte pour avoir ce bon équilibre vie privée, vie professionnelle. Et donc, on a mis en place un certain nombre de mesures comme le maintien de la rémunération pour le congé de paternité, ou des règles, je dirais, de vie en entreprise sur les heures de réunion, sur la rentrée scolaire, etc. Enfin, je pense que tout ça va dans le bon sens, effectivement. Je rebondis sur ce que tu dis sur le processus de promotion et je voudrais vous poser une question un peu plus personnelle. C'est à un moment, vous avez forcément accédé au poste auquel vous êtes, enfin, à des postes successifs en fait pour arriver au poste auquel vous êtes. On dit souvent que les femmes, moi j'ai entendu ça en anglais, are waiting to be crowned. Donc en gros, on attend d'être reconnu pour notre travail et notre mérite et puis que ça arrive du ciel, les promos ou les propositions. On sait bien qu'en réalité, il faut aussi parfois un petit peu mettre le pied dans la porte pour y arriver. Est-ce que vous pourriez partager peut-être une conversation critique dans votre vie où vous vous êtes dit, bon, cette fois-ci, ce poste-là, je le veux, et donc je vais aller dire quelque chose de manière proactive pour me mettre sur les mains. Alors, Sophie. moi, j'ai toujours demandé, c'est toujours ce que enfin, dans tous les mentorings que j'ai fait, c'est toujours ce que j'ai expliqué. Il faut toujours demander et oser. Et comme tu le disais, en fait, c'est toujours une femme pour avoir le poste, il faut qu'elle ait 100% des compétences. Un homme, s'il n'en a que 60, il va quand même postuler. Donc aujourd'hui, je pense que là-dessus, pour moi, ça a toujours été le leitmotiv avec mes équipes et avec les jeunes femmes que j'ai mentorées, parce que je pense qu'aujourd'hui, souvent, on est aussi nos propres freins. C'est-à-dire qu'on ne va pas oser demander, on va se dire non, mais je ne vais peut-être pas y arriver, etc. Donc là-dessus, il y a à la fois l'accompagnement de la société qui peut être fait par des formations. Donc, je me rappellerai toujours quand j'ai été nommée directrice financière, en l'occurrence chez Accor, il y a plein de choses que tu sais que tu n'avais pas faites. Et du coup, ça a quand même été derrière, avec toutes mes équipes, ça a été un leitmotiv de pouvoir dire, bon, en termes de formation, je forme en fait toutes les équipes pour pouvoir avoir toutes les compétences au moment venu. Et je pense que oser et demander, ça a toujours été mon moteur. Et une fille, ça a payé. Alors, tu as été confrontée à ça aussi, parce qu'on a l'impression, peut-être dans le monde académique, c'est pas pareil, mais je suis sûre que c'est la même chose. Alors, je pas, on a des KPIs très très clairs dans le monde académique qui sont un petit peu comme des guillotines. Donc là-dessus, j'ai plutôt joué le jeu plutôt de choses. Donc, je n'ai jamais eu à me battre. C'était des questions. Il y a un algorithme très bien rodé là-dessus. En revanche, c'est intéressant ta question, vous faites prendre conscience du fait que ce qui était plutôt critique dans les 10 dernières années,
c'est de savoir dire non, savoir se faire un non NOM. Davantage parce que j'ai ressenti, on est venu me solliciter pour prendre des rôles, surtout en tant que femme. On a besoin de quelqu'un à ce rôle-là, en dehors de la recherche, on a notamment une fonction qui allait mettre en danger la recherche. Et donc j'ai dû apprendre à dire non. Ça aussi, c'est important. Inverse. Il y a des opportunités qu'on va nous présenter, je pense, dans un combat vers une plus grande variété, vers une complexité. Il y a aussi des coups de banane non intentionnels. Hein. On essaie de trouver la femme pour remplir telle fonction parce qu'il n'y a jamais été femme à cette fonction-là. Et en fait, c'est la fonction que personne ne veut. Je sais, on m'a proposé plein de fonctions. Et puis, mais alors, c'est le directeur général. On ne la propose jamais une femme. Voilà, donc je préfère continuer à faire ma recherche. Donc il faut aussi être vigilante en termes de quels sont les résultats. Je pense qu'on est dans un monde qui offre plein d'opportunités. Et je reviens encore à cette dichotomie entre la fonction opérationnelle, vraiment de construire des compétences et veiller à continuer à construire des compétences plutôt qu'à saisir les premières. C'est qui sont partis. Et toi, Valérie, ouais, est-ce que tu as eu à... Comment tu as fait pour avoir finalement les positions que tu as eues? En plus, je sais que tu as passé, enfin, avant Vinci, tu étais dans la culture, donc un monde qui n'avait absolument rien à voir. Quelles sont les conversations dont tu te rappelles et tu te dis, ouais, bon, là, j'ai quand même bien fait de mettre le pied dans la porte pour avoir ce dont j'avais envie finalement. J'ai jamais eu le sentiment vraiment de devoir forcer la porte. Peut-être j'ai eu de la chance. C'est plus des rencontres finalement un peu fortuites, mais qui ont permis d'avoir beaucoup de foot professionnels et puis que des portes s'ouvrent sans que j'aie vraiment l'impression d'avoir forcé la porte. Mais en tout cas, à chaque fois, effectivement, je me suis efforcée d'exprimer ce dont j'avais envie. Je pense que c'est ça l'important aussi. Il faut qu'on sente qu'il y a un moteur et qu'il y a une vraie envie plutôt que de viser telle responsabilité, etc. C'est plus ça qui a été ma motivation. En revanche, moi, ce que je retiens, c'est quand même d'avoir voulu plusieurs fois nommer des jeunes femmes trentenaires qui m'ont dit mais non, moi, je ne peux pas prendre le poste parce que j'ai de bébé ou je suis enceinte, etc. Et ça m'a quand même vraiment frappée que des générations de 30-40 ans puissent me tenir ce discours-là. Alors, je le sens beaucoup moins avec les jeunes générations qui rentrent sur le monde du travail, mais je pense qu'il y a toute une partie intermédiaire qui s'auto-censure encore un peu dans ce sens. Donc, ça, je crois qu'il faut vraiment qu'on montre l'exemple et qu'on montre que oui, ça fait partie de la vie et que le monde du travail fonctionne très bien avec des bébés et des projets personnels, des parenthèses personnelles, des années sabbatiques, des choses comme ça, que tout ça peut être très fluide. Oui, alors ce que vous avez dit, c'est une chose. Est-ce que vous pensez que justement donner un petit peu plus de pouvoir aux jeunes générations, parce que finalement ces jeunes générations ont une culture mixité que nous n'avons pas, que nous avons à apprendre. Quelque part, nous sommes presque bons à jeter. Hein. On a arrivé dans un monde qui est très différent. Cette jeune génération, pour laquelle il est évident, pour laquelle la masculinité ne signifie pas la même chose que ce qu'elle signifie. Est-ce que finalement, il y a quelque chose à faire aussi sur la pyramide des âges? Je ne promouvoir les jeunes plus rapidement, c'est une vraie question, pour diffuser justement. Moi, j'en suis pas certaine parce que moi, j'ai une conviction, enfin, qui est aussi liée à mon expérience professionnelle, c'est que je pense que le temps des hommes n'est pas le temps des femmes. C'est-à-dire que j'ai toujours trouvé que je pense qu'il y a quand même quelque part un pompage d'énergie entre 30 et 40 ans, si on a 2-3 enfants petits, etc. Son énergie personnelle est quand même un peu pompée par des nuits sans sommeil ou des enfants malades ou autres. Et que par contre, l'énergie qu'on peut développer à partir de 45-50 ans est beaucoup plus forte que celle des hommes. Enfin, c'est ce que j'ai constaté chez beaucoup de... Et donc j'hésite parce que je suis persuadée qu'effectivement, la période 30-40 ans est compliquée. Et c'est aussi la période souvent d'accélération des carrières des hommes. Et donc, cette question du temps dans une carrière,
Et moi, je dis souvent aux jeunes femmes, parce qu'elles me disent non, mais j'ai pas été nommée, elle me dit j'ai 34 ans, et le type qui a 34 ans à côté de moi, il a été nommé, c'est catastrophique. Et je dis, mais t'es pas un an près, ta carrière, elle est longue. Et donc, je pense que cette question de s'inscrire dans le temps, d'accepter de temps en temps de faire une pause, et puis après, de pouvoir réaccélérer après, et aussi le temps qu'on peut consacrer, enfin, l'article c'était sur les cigarettes, le boys club, etc. Le temps qu'on peut consacrer à cet effet de réseau qui est quand même un élément important dans notre monde, parce qu'on crée son fonds de commerce par sa réputation, par son réseau, etc. On a beaucoup plus de temps, peut-être une fois que les enfants sont un peu plus grands. Donc je pense qu'il faut aussi accepter de réfléchir dans des horizons de temps plus longs et de faire prendre conscience que ce n'est pas perdu si on n'a pas la promotion qu'on attendait exactement qu'un homme qui a la même anxiété. Parce que dans les banques, les gens réagissent beaucoup par rapport, c'était comme ça aussi dans les cabinets de conseil, est-ce que je suis nommée partenaire, MD, etc., à tel âge. Il faut accepter un peu plus de souplesse, je pense. Et ça m'amène à justement, enfin, on revient sur le sujet des promotions, enfin, je pense dans les milieux assez normés en plus, ce qui est peut-être un peu différent dans les entreprises moins normées, je dirais. Est-ce que aujourd'hui, est-ce que les KPI sur lesquels finalement on juge les personnes, tu disais ça tout à l'heure Anne-Laure, ils sont encore masculins ou est-ce qu'on arrive finalement est-ce que vous arrivez en tant que dirigeante à faire valoir des critères qui sont un peu différents tout en maintenant quand même une équité, une égalité et une équité d'un point de vue performance parce que évidemment, il faut quand même tous et toutes être performants dans les entreprises, mais la manière dont on regarde la performance, elle peut être masculine, enfin, ou pas. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus sur comment est-ce qu'on regarde la performance de manière équitable. C'est pas, c'est jamais une question que je me suis posée en termes de performance équitable. Okay. Parce que déjà, dans les équipes, j'ai toujours essayé d'avoir une mixité dans les équipes et une parité. Et donc aujourd'hui, je la regarde plutôt aussi dans l'équilibre global de l'équipe. La performance est aussi, pour moi, elle est aussi regardée par rapport à ça. Maintenant, est-ce qu'il y a des critères spécifiques je ne suis pas persuadée parce qu'en fait, si on commence à mettre des critères spécifiques pour les hommes et pour les femmes, je ne pense pas que ça permette en fait de faire évoluer le système. Maintenant, le point sur lequel en fait je me suis toujours attachée, c'est en termes d'équilibre de salaire, parce que on se rend compte que effectivement, pour les mêmes raisons qui ont été évoquées, c'est des congés maternité font qu'en termes de salaire, il peut y avoir des décrochages. Donc là-dessus, c'est quelque chose aujourd'hui qui est plutôt monnaie courante et je vois même chez Lagardère aujourd'hui, cette partie-là d'équilibre sur les salaires en fonction des postes, c'est quelque chose en fait qui est très regardé pour s'assurer cohérence. Valérie, d'accord avec ça sur la performance. Est-ce que KPIs, oui. C'est-à-dire que ta question implique quelque chose qui me gêne un petit peu, qui serait qu'il y aurait des compétences ou des capacités typiquement masculines et d'autres typiquement féminines. Non, je ne crois pas. Ça m'intéresse Moi, je trouve que les KPIs ont quand même évolué dans la période récente, c'est-à-dire qu'on était beaucoup sur des KPIs de performance financière, par exemple, et aujourd'hui, je pense qu'on s'attache aussi à l'énergie managériale qu'on peut mettre dans la gestion d'une équipe, la montée en compétence d'une équipe, la capacité d'innovation, etc. Donc, il me semble qu'on a déjà élargi un peu les spectres, on a diversifié les KPI, et que c'est bénéfique pour tous, hein, hommes comme femmes, effectivement, d'avoir cette vision un peu plus holistique de ce qu'un manager, de ce qui est attendu d'un manager. Oui, non, alors les KPI, pour clarifier, il ne s'agit pas surtout pas de définir des KPI typiquement masculins ou typiquement féminins, sont silotés. Au contraire, je pense qu'il faut se poser la question, et c'est plus une question d'ailleurs qu'une réponse. C'est simplement constater que le monde du commerce a été largement masculin. Les KPI, sans doute, ont été développés aussi par des équipes masculines, et donc remettre en question cette et poser la question, est-ce qu'il n'y a pas d'autres KPI qui appliquent
qui s'applique aux hommes comme aux femmes, parce qu'on n'a pas mesuré cette chose. Ça, on parlait tout à l'heure du savoir-faire dans la gestion des syndicats, etc., de cette espèce de rondeur stéréotype masculin-féminin à l'ancienne. Mais par exemple, est-ce que ça mesure? Et puis, une autre question que j'aurais pour vous, et il semble que déjà intuitivement les idées bougent dans ce sens, peut-être que des KPI n'ont plus à être autant au niveau individuel, mais peut-être des équipes. Donc, est-ce qu'une équipe, est-ce qu'on peut avoir une partie de sa performance individuelle qui est mesurée au niveau de l'équipe? Quelle est la santé de l'équipe? Quel est votre rôle dans la dynamique de l'équipe? Et là, ça me paraît très intéressant. Je n'ai pas du tout la réponse précise en termes de qu'est-ce qu'on a mesuré exactement. Mais c'est vrai que ça vaut le coup de se poser des questions. Oui, alors moi, quand je dirigeais le corporate finance, moi j'ai pris mes équipes pendant une journée pour les faire réfléchir sur comment on allait construire les allocations de bonus en fonction de la performance de l'équipe et la performance individuelle. Et on a beaucoup, en fait, on a creusé le sujet pour savoir et les gens ont endossé finalement le fait que c'était 50% de KPI de l'équipe et 50% de la performance individuelle. Et tout le monde y a réfléchi, on l'a finalement estampillé. Donc ça, je pense que c'est un vrai bon point. L'autre point, c'est que moi j'insiste toujours avec les jeunes femmes, c'est que on est quand même le métier de banquier, c'est aussi un métier commercial. La véritable performance, c'est la performance avec les clients. C'est le fait que les clients sont contents, etc. Et donc, j'insiste beaucoup pour les jeunes femmes autour de moi, c'est surtout des clients. Parce que ce qui est la force de quelqu'un dans un métier dans lequel vous êtes en rapport avec des clients, je pense que c'est vrai aussi des cabinets de conseil comme le Cornet. Donc, de surtout pas accepter des fonctions qui sont, parce qu'il y a dans des grandes maisons comme BNP Paribas, il y a plein de fonctions bureaucratiques, disons, et de leur dire, mais non, il faut rester dans la relation avec le client. Et ça, je pense que il faut vraiment pousser les femmes à être dans ce qui est le cœur de l'entreprise, c'est-à-dire On va revenir au sujet opérationnel. Voilà, c'est ça. Mais je dis opérationnel au sens client, et les clients, je suis chez la dernière. Sophie. Oui, je voulais juste rajouter un point par rapport à ce que disait Sophie. C'est vrai qu'en fait, à partir du moment où sur l'équipe, on arrive à partager les KPI de chacun, et en fait, ça, je pense que ça a été une de mes plus belles expériences managériales, chez Accor, sur la partie opérationnelle, on a effectivement aussi fait cet exercice de partager en fait les KPI de chacun avec l'équipe, donc avec le COMEX, pour pouvoir se rendre compte qu'il y avait aussi une forte valorisation aussi sur la partie performance d'équipe. Au sein du COMEX, Et donc c'était nouveau. Donc chacun a présenté quels étaient ses objectifs de l'année, comment il comptait en fait les remplir, et quels étaient ses objectifs en fait avec le reste de l'équipe. Et je trouve que ça, aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose que l'on ne fait pas assez, parce que ça permet en fait d'avoir aussi une collaboration et puis pas se dire, ben oui, lui il a ça, moi j'ai ça. Enfin, ça permet de sortir de ce cadre-là et d'avoir quelque chose de plus global et embarquer tout le monde. Donc là-dessus, de toutes mes expériences sur les bonus, les KPI, etc., je trouve que c'est celle-ci où ça a été le plus enrichissant pour tout le monde, à la fois chaque membre du COMEX et de manière aussi collective, j'avais trouvé que c'était quelque chose de très fort. D'accord. Et Valérie, ouais, tu veux dire là-dessus, oui, je pense qu'effectivement, il y a comme le disait Sophie chez BNP Paribas, nous, on a aussi une part d'objectifs qui sont des objectifs de l'équipe, parce qu'on s'aperçoit qu'en réalité, on est dans un monde quand même avec beaucoup d'interactions et de complexité, donc on n'arrive jamais tout seul à faire quelque chose, mais c'est vraiment le concours finalement de plusieurs énergies, et puis des objectifs plus individuels. Donc je pense que ça, effectivement, ça se... Est-ce qu'il y a des questions online sur le chat ou dans la salle? Peut-être. Moi, j'ai une petite question. Est-ce qu'aujourd'hui, on a suffisamment de recul pour savoir quelle est la performance des programmes de mentoring spécifiques aux femmes, mais en fait, Donc la question, est-ce que on a assez de recul pour comprendre pour évaluer la performance des programmes de mentoring ou de sponsoring spécifiques aux femmes dans les entreprises? Est-ce que ça marche? Alors, chez BNP Paribas, on a finalement
on est passé à un programme de mentoring qui est volontaire, enfin sur la base du volontariat, et qui n'est pas réservé aux femmes. Et donc, je pense que, enfin, il y a aussi des hommes qui se posent des questions sur leur carrière. Après, ce qui nous a vraiment marché, c'est de faire en fait des programmes d'identification de talent et de le faire le plus tôt possible et de viser une équité il y a 3 couches de talents. Il y a les emerging talents, il y a les talents confirmés et il y a les talents qui sont appelés à des directions de département. Et sur ces 3 couches, à avoir un mouvement. Et à ce moment-là, de travailler sur les programmes. C'est plus comme ça que... Et ça marche. C'est-à-dire que le programme de talent, je trouve que le fait qu'on soit extrêmement strict sur le fait qu'il doit, notamment dans la partie emerging à 50-50, permet véritablement de pousser les jeunes femmes plutôt. Je suis d'accord sur la partie opérationnelle. Oui, ça a eu des vrais, retours. Et en particulier à une époque où on voulait qu'il y ait un meilleur équilibre sur le nombre de directrices d'hôtel. Le fait de mentorer des femmes, soit par des hommes, soit par des femmes, ça c'était quand même la règle. Ça a permis aussi de pouvoir en fait augmenter les femmes directrices d'hôtel. Donc je l'ai vu là à grandeur nature, enfin sur une grosse population avec des effets bénéfiques. Et en termes de recherche, il faut savoir que pour répondre à cette question, c'est très délicat. Parce qu'il n'y a pas d'expérience contrôlée où on peut dire que le mentoring a fait cette différence-là. On sait que le mentoring est important. C'est un bénéfice par rapport à pas de mentoring, à condition que ce soit hommes et femmes. Ça ne va pas changer l'écosystème uniquement. Il y a eu une distinction intéressante, et j'entends Sophie dans ce sens, qui est vraiment l'identification des talents. C'est-à-dire, on n'est plus dans du mentoring, mais du sponsor. Quelque chose de beaucoup plus agressif et qui présuppose non seulement un accompagnement, mais une connaissance à fond. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est en train de justement réfléchir à quelles sont peut-être de nouvelles qualités de nos KPIs, il faut vraiment observer de près l'animal, je ne sais pas comment dire, presque de façon ethnographique, et regarder, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui nous... Je vais donner un exemple. Par exemple, Sophie parlait de l'importance d'aller chercher des clients. Une question que je voudrais, que l'on voit dans d'autres secteurs, par exemple en sciences, c'est le peu de femmes qu'il y a en sciences. Si on regarde leurs programmes de recherche, ce sont des recherches assez radicales. En gros, une femme qui se lance dans une carrière de recherche, elle s'embête quand même. A priori, la probabilité de réussir est très, très, très faible. Et donc, elle y va parce qu'elle a un véritable agenda avec de vraies idées, souvent radicales, souvent en désaccord avec la pensée dominante. Et donc ça peut être intéressant aussi. Est-ce que une femme, chez Lagardère, a tendance à aller chercher des clients peut-être différents de nouveaux secteurs? Est-ce qu'elle a tendance à étoffer un portefeuille qui est peut-être rigide autour d'un certain nombre de profils de clients? Non, je n'en sais rien. Voilà. Mais pour apprécier justement le potentiel, je ne sais pas, d'un jeune homme, vraiment cette notion de les connaître. Ça veut dire du temps. Et là, ce que j'entends entre les lignes, c'est que les femmes, pour sortir du lot, ont tendance à quasiment essayer d'en faire plus ou à prendre des positions encore plus radicales pour faire entendre leur recherche ou leur voix. Alors, je ne sais pas si l'intention est de faire entendre les femmes, mais c'est plus sachant que c'est quand même un parcours très combattant, sachant que dans beaucoup de secteurs, les femmes sont encore des survivantes, qui arrivent entre guillemets survivantes. Il y a des choix souvent plus radicaux de si je le fais à ma sauce, je le fais à 100%. Qui fait qu'on joue les règles du jeu jusqu'à un certain point, mais c'est vrai que au final, on affiche peut-être un petit peu qualitativement. Sophie, je vois que tu souris, est-ce que ça fait écho à un sentiment personnel ou trouvé peut-être hyper radical, mais pour peut-être plus radical que ce qu'un homme aurait été dans ta position? Je ne sais pas. En tout cas, en fait, peut-être qu'on en fait un peu plus. Ça, c'est sûr. Et qu'il y aura plus d'exigences par rapport à ce qu'on va devoir produire.
Et c'est peut-être aussi notre côté parfois bon élève qui ressort et sur lesquels oui, on va devoir en faire plus. On pense qu'on doit. Et on pense qu'on va devoir en faire, on pense qu'on doit en faire plus. Hein. Et est-ce que dans les positions radicales, oui, ça m'est arrivé d'avoir parfois des positions peut-être plus radicales qu'aurait eu un homme sur certains sujets, parce que forcément ils sont plus nombreux, donc ils ont un consensus qui va s'établir, qui sera différent de celui qu'on va. Donc, Valérie, est-ce que ça fait écho à ton expérience personnelle? Pas le côté radical, mais le côté un peu bon élève. Tout comme on se dit, pour avoir ce job, il faut que j'ai toute la palette de compétences nécessaires. Quand on est dans le job, on dit, il faut que je fasse tout parfaitement. Ça c'est vrai qu'il y a quand même un petit tropisme féminin dans ce sens. Sophie, pense à ça. Oui, enfin, oui, je pense que ça existe aussi chez les hommes. Donc, non, je pense que le principal sujet, à mon avis, c'est plus la prise de parole dans un milieu qui peut être assez agressif. C'est-à-dire, c'est la capacité à vouloir imposer ses idées. Le milieu de la banque d'affaires, c'est un milieu où les gens prennent la parole de façon assez assertive, assez affirmative. Pas forcément pour dire des choses qui sont toujours révolutionnaires. Et donc c'est ça qu'il faut accepter de jouer ce jeu-là. Et ça, je pense qu'il y a encore un frein à la prise de parole, un frein au fait de s'affirmer dans une réunion, de ne pas se faire couper la parole. Il y a tout un jeu, je pense, d'affirmation dans les conclusions. Et donc, ça, et les femmes doivent apprendre à le faire. Je pense qu'elles ne sont pas. Et alors là, moi, je pense que ça remonte à. Enfin, on parle des grandes écoles, mais c'est probablement au lycée et à la famille. Donc, c'est le sujet sur lequel il faut réfléchir. Et donc, ça, je pense que c'est vraiment le sujet sur lequel. Et comment est-ce que toi, personnellement, tu as fait pour peut-être parfois te forcer à prendre la parole, peut-être de manière plus assertive ou agressive, pour reprendre ton terme, positivement agressive, quand tu as pensé qu'il fallait le faire, même si ce n'était pas totalement dans ta nature, parce que tu trouvais que D'abord, j'avais une spécialité, moi, enfin, quand j'étais chez Rothschild, qui était tout ce qui est marché de capitaux que n'avaient pas mes associés, donc j'étais forcément pertinente, ce qui ne m'a pas de craindre de prendre la parole sur ce sujet-là. Et le deuxième sujet, c'est que moi, je l'ai travaillé, c'est-à-dire que j'ai considéré que c'était un enjeu, et donc, du coup, je me suis formée, j'ai fait. Et ça, je pense qu'il faut, dans les programmes de mentoring, insister sur cet aspect de parole, de parole, présentation, pitch. C'est valable avec les conseils aussi. Valérie, c'est vrai aussi. Est-ce que dans le COMEX, la prise de parole est facile? Mais il faut s'imposer. Il faut s'imposer, effectivement. Se faire couper la parole, ça arrive. Et il faut pouvoir mettre le haut là, parfois, et dire, je m'exprime, j'ai des choses à dire, etc. Et moi, comme Sophie, j'ai eu l'occasion aussi de me former. Et honnêtement, je me suis aussi un peu forcée au début, parce que ce n'est pas forcément dans ma nature. J'étais plutôt réservée au départ. Et puis, au fur et à mesure, finalement, que on occupe des postes par responsabilité, qu'on se met en situation, bah, je dirais la chose vient plus naturellement. Mais c'est vrai que c'est pas forcément au départ. Oui, tout à fait. Et tu penses pas de ça chez les étudiantes, toi qui les vois avant leur carrière? Ça dépend. Tout se segmente. Je travaille beaucoup avec les HEC entrepreneurs. Il y a un bel équilibre, une très belle mix. Et on les fait pitcher chaque semaine. Chaque semaine. 5 minutes. Et tout. Qui n'est pas sans possible. Ça, c'est sûr que les jeunes femmes comme moi, ça déchire. Donc, effectivement, il y a peut-être. Il y a certainement une éducation. J'encourage les étudiants à faire des cours de théâtre, à faire des cours d'improvisation en dehors de l'école, à monter sur scène, se mettre en scène, à faire des podcasts, à se mettre
se déverser sur la scène. C'est certain. Et puis, je remarque aussi, parmi les entrepreneurs, souvent ce sont des enfants d'entrepreneurs, et à titre qualitatif, et ce serait intéressant de faire une recherche systématique, de regarder parmi vous, par exemple, si vous avez des foyers à dominante masculine, et ce que je remarque très souvent, c'est par des femmes que je vois dans les secteurs masculins, souvent des frères, elles ont dû survivre sans barrage et répondre à la table pour arracher leur bout de yaourt. Donc voilà, il y a quand même tout en dessous de cette humanisation, ça remonte pas très loin, effectivement, et donc quelque part, et malheureusement, dans nos entreprises, le mal est fait. On commence déjà très très loin, donc c'est très bien de conscience. Si on a compris, et de trouver une personne élégante. Puis une autre chose qui est de beau au cœur, c'est que nous arrivons à faire data. Et ça, c'est merveilleux. Parce que maintenant, on peut argumenter. La spéculation à la Madeleine, si on a compris une caricature, comme cette vision de l'entreprise qui est totalement spéculative, mais maintenant, on a les données. On va arriver et vraiment construire un dossier, construire une opinion sur la base de données et cette opinion rationnelle. Mais alors, il faut aller nous attaquer. Je tourne un peu, c'est un peu circulaire, mais aller dans la texte. Et peut-être, je crois on doit bientôt rendre l'antenne, mais peut-être pour retourner cette question et avoir un aspect peut-être plus empowerment, comme diraient les anglo-saxons, est-ce que quand on fait cette prise de parole dans des environnements plus masculins, finalement, le fait d'être une femme, ça amplifie l'impact parce que les autres se disent, dis donc, attends, elle a parlé là quand même, elle a dit un truc pas con. Enfin, moi, je trouve qu'il y a quand même parfois un peu ce phénomène. Et finalement, et ça, je reboucle avec ce que tu disais au début, Sophie, ça sert aussi quand même, enfin, ça peut servir d'être une minorité parce que quand on parle, c'est peut-être plus écouté ou écouté différemment. Ou, est-ce qu'il y a cet aspect finalement amplificateur positif? Est-ce que vous l'avez vécu? Moi, je suis persuadée. Ouais. Et notamment quand j'étais responsable de restructuring pendant la crise en 2008-2009 chez Rothschild, je suis persuadée que j'étais capable de dire des choses assez dures parce que c'est des négociations très difficiles où tout le monde fasse des concessions. J'étais capable de dire des choses assez dures parce que je le présentais d'une façon qui, pour les hommes, était moins dans un affrontement dans les choses. Et donc, je pense qu'on peut en jouer, ça c'est sûr, de façon intelligente. Et ça, c'est certainement un point. Deuxième point aussi, je voudrais dire, tu parles de minorité, c'est que je pense que les hommes sous-estiment aussi à quel point les femmes sont solidaires. Ça, c'est un atout qui m'a servi. Mais moi, ça m'a énormément servi dans ma carrière d'avoir une amie qui était telle ou telle. Et on avait une capacité à en fait se parler franchement, à se dire des choses qui étaient un souterrain ça, je crois qu'il faut aussi cultiver. Ça peut être aussi pour rebondir, parfois en fait on est peut-être plus direct sur un certain nombre de sujets et on ose dire des choses, même les moins faciles à entendre. Et je pense que ça c'est un atout, que ce soit des comex, des conseils, je trouve que ça c'est un atout essentiel. Et la solidarité reste aussi un élément clé. C'est peut-être une facette de la radicalité. Je vais en parler de radicalité. Ça peut être ça la radicalité. Se passer trop pas dire des choses que vous ne disiez pas parce que justement, culturellement, ce masculine, ça ne se dit pas. Je crois qu'il y a des questions sur le chat, peut-être ça va être les questions. Effectivement, rapidement, une première question sur l'utilité éventuelle de programmes spécifiques leadership pour les femmes. Est-ce que c'est quelque chose d'utile, de pertinent? Et une deuxième sur est-ce que vous avez observé des spécificités françaises ou occidentales sur cette question égalité professionnelle homme-femme, sur la façon dont on peut développer les carrières
hommes, femmes, ailleurs, peut-être en international, selon vos expériences? Je reprends peut-être la seconde en particulier. Est-ce que vous avez constaté dans les groupes internationaux des différences entre la France ou on va dire le monde occidental et d'autres cultures sur ces sujets de mixité ou de parité? Est-ce qu'il y a un tropisme français? Est-ce que c'est différent? En Europe, et je pense qu'on l'a vu comme étant quand même assez bon en France, notamment enfin, les collègues allemands, c'est assez frappant. Ensuite, il y a des pays qui ont évolué extrêmement vite. Là, dans les 10 dernières années, l'Espagne, c'est assez frappant. Et quand vous voyez les ministres en Espagne, les femmes en Amérique centrale, etc., c'est impressionnant comment l'Espagne, dans une culture qui n'était pas du tout favorable aux femmes. Après, à l'international, moi, je suis assez frappée en Chine, par exemple. Il y a des pays qui émergent et puis d'autres qui sont très en retard. C'est vraiment un sujet culturel. Je pense qu'il y a une grande part de culturel aussi. On voit, puisqu'on est présent sur 3 continents, là, des pays comme le Japon, on voit que la place des femmes est encore extrêmement. Et puis en revanche, en Europe, effectivement, on est dans un mouvement qui est similaire à celui qui s'applique en France. Les grands groupes comme le nôtre souhaitent avoir une politique internationale, c'est-à-dire que tout ce qu'on met en place, le programme de mentoring, d'avoir des femmes dans les shortlists, etc., on l'applique un petit peu partout. Mais effectivement, il y a des cadres législatifs différents selon les pays qui permettent d'aller plus ou moins vite, je trouve. D'accord. Sophie, oui, enfin, les groupes ont toujours des politiques plutôt globales, donc en fait, on essaie de le faire émerger partout. Après, effectivement, il y a des zones où c'est plus compliqué. L'Angleterre, ça reste quand même aussi parfois plus difficile. On revient au Boys Club. Non, mais on revient au Boys Club de l'article. Non, mais c'est vrai que sur l'Angleterre, c'est peut-être plus difficile. Et après, sur les autres pays à travers le monde, il y a quand même une émergence qui est beaucoup plus forte ce qu'il y a pu y avoir ces dernières années. Alors, il existe une spécificité française qui a été très bien documentée. La femme française a été la femme la plus libre occidentale. Genre, au XVIIe siècle, les femmes françaises étaient plus femmes confinées. Une explosion sur le plan politique et Mao Tzu, je me souviens très bien, c'est la Révolution française qui a la Révolution française a fait sortir l'égalité, c'était la monarchie, mais fait, on a construit un monde essentiellement masculin, mélangé à une culture s'est développée sous cette culture qui, elle, est effectivement provient de cette zone du Nord qui a créé cette espèce de France à 2 vitesses. Domaine personnel d'ailleurs, très belle méthode. C'est très différent. On a une belle entente par rapport à un rapport qui est saxonne et surtout ce qui est intéressant pour moi, c'est comment est-ce qu'on peut récupérer finalement cet héritage de liberté de la femme et de belle entente. Les salons à l'ancienne, et aussi les salons en France sont tenus par des femmes. Et justement, on revient aux KPIs. Hein. Alors peut-être qu'elle ne faisait pas les choses directement, mais elle mettait en relation des enfants, elle construisait une joint venture qui menait de très belles choses. Il y a vraiment toute une réflexion à faire, une réappropriation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, une certaine élégance. Et on retourne à, quand on parle de mixité, je trouve qu'on est très pauvre en mots d'écrire quels sont ces bénéfices. Nous accords, formalisation, qu'est-ce qu'on arrive à toucher du doigt 50%.
formation qui est nouveau, qui est différent de ce que c'est. Merci à toutes. On arrive à la fin de notre session. Je vous remercie de vous être prêtés à cet exercice. Moi, ce que j'en retiens, c'est beaucoup d'inspiration. J'ai trouvé que ce que vous aviez partagé était très inspirant pour tout le monde, hommes et femmes. Je retiens beaucoup de courage quand même dans un certain nombre de vos étapes de carrière. Beaucoup de pragmatisme, ce qui ne m'étonne pas trop, de la part des femmes, des mesures finalement, vous avez toutes parlé, d'exemples assez concrets, des choses, c'est pas des grands discours, mais des choses assez simples, concrètes, mais dans la durée où on tient, je reprends tes mots Sophie, il ne faut jamais rien lâcher, même si c'est des choses simples, justement parce que c'est des choses simples, il ne faut jamais rien lâcher, donc on revient sur la notion de courage. Donc, merci infiniment pour ce débat et je vous souhaite encore plein de débats cette semaine autour de ce thème. Et puis, bon, c'est pas qu'une semaine ni une journée, c'est toute l'année, c'est aussi la journée de l'année des femmes. Donc, merci beaucoup. Merci à ceux qui nous ont suivis en ligne. Et puis, j'invite aussi les gens à se reconnecter puisque ce débat sera disponible en replay sur le site de Kearney. On rend l'antenne de Kearney. Je suis ravie de pouvoir dire ça. Merci à tous. Merci encore à vous et à bientôt. Merci.